à tous, bienvenue dans ce Meet and Share de septembre 2025. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 100 avec 300 inscrits, donc on vous remercie beaucoup pour l'intérêt pour ces Meet and Share. On va attendre que tout le monde se soit un petit peu connecté et puis comme d'habitude, on fera une courte présentation de notre réseau Concept. Et puis après, on aura le plaisir d'accueillir Charlotte Bocquier pour une présentation sur la co-construction des actions de prévention primaire avec les usagers. Vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence sur QNR. Donc faites attention, il y a deux types de communication possibles, c'est conversation ou QNR. Comme je suis toute seule à regarder les réponses, je ne pourrais pas regarder les deux. Donc s'il vous plaît, écrivez plutôt vos questions dans le QNR et on répondra à vos questions à la fin de la présentation de Charlotte. On aura normalement 15 minutes pour ça. Donc, merci encore de vous connecter. On est très heureux de vous accueillir dans le Meet and Share du réseau Concept. Est-ce que vous voyez mon écran, Charlotte? Vous voyez bien la présentation? Super. Je vais attendre quelques instants et on va démarrer. Le nombre de participants s'est stabilisé. Donc, on va commencer. Donc, merci à tous d'être là pour ce Meet and Share. Donc, très rapidement, pour vous présenter Concept, pour ceux qui ne connaissent pas notre réseau. Concept, c'est un réseau de recherche en prévention primaire Pauline, des je crois cancers. qu'il y a des commentaires qui disent qu'ils n'entendent pas. Ah, moi, je vois pas les commentaires en plus. Enfin, je les vois popper là sur ma fenêtre. Mais... Je n'entends rien, moi non plus. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent quelque chose? C'est embêtant ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez, si on il y en a entend? Donc, certains, oui. alors là, ça, au-delà de mes compétences techniques, pourquoi certains entendent et d'autres n'entendent pas, je regarde juste dans les paramètres, mais c'est les mêmes que d'habitude. Information, paramètres audio, bah, tout le monde entend normalement. Paramètres. Oui, j'entends, oui. Bon, j'ai l'impression peut-être que c'est peut-être individuel. Regardez peut-être dans vos paramètres audio si vous avez le bon son. Je pense qu'on va commencer. J'ai l'impression qu'il y a la majorité qui entend le nombre de messages de oui. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à vous d'être présents. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le réseau Concept dirigé par le professeur Béatrice Fervers. Ce réseau, voilà, ce réseau donc, contient 7 partenaires scientifiques et acteurs de terrain avec plus de 10 disciplines et expertises clés. Donc, on a par exemple le marketing social qui est représenté par l'équipe de Karine Galopel-Morvan à l'EHESP. On a aussi tout ce qui est lié à la nutrition et l'épidémiologie par le CRES et Rennes, avec Mathilde Touvier notamment. On a Gustave Roussy qui travaille sur les côtés biomarqueurs, économie de la santé, détection précoce des cancers. On travaille avec le CIRC, donc l'Agence internationale de recherche sur les cancers, sur l'épidémiologie des cancers. Notre acteur de terrain, c'est Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes avec Claudia. Nous avons aussi le CERPOP qui travaille sur les inégalités sociales et la recherche participative notamment. Le Centre Lyon Bérard qui travaille sur le côté épidémiologie, nutrition, environnement, recherche interventionnelle, économie de la santé, mais aussi la recherche participative qui est une des thématiques phares de notre réseau et dont on va parler aujourd'hui. Et aussi le réseau, les HCL avec Reshape pour la psychologie de la santé. Donc ce réseau est financé par l'INCa depuis février 2022 pour 4 ans. Donc, nos objectifs dans Concept, c'est de répondre aux enjeux de la prévention des cancers et de traduire toutes les connaissances qu'on a sur
sur la prévention des cancers en actions concrètes de prévention qui soient efficaces et qui soient durables. Donc le but, c'est de travailler ensemble pour développer des approches qui soient innovantes, qui soient transdisciplinaires, qui soient vraiment fondées sur les besoins du terrain et le savoir des parties prenantes. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des synergies pour surmonter la fragmentation entre les différents éléments de la prévention primaire. Et on va essayer de comprendre et d'intégrer les différentes interactions, par exemple entre le comportement, l'environnement et les interventions de prévention. Comme le sujet du jour, c'est la recherche participative, je voulais juste vous faire un bref petit rappel sur ce qu'on fait dans le concept sur la recherche participative. Donc, la recherche participative dans le concept est structurée en 3 grands piliers. On a tout d'abord un groupe de citoyens Coprica qui est coordonné par notre équipe du CERPOP et qui représente des citoyens et des patients qui sont intéressés de travailler dans la recherche en prévention primaire des cancers. Et ce groupe de citoyens est disponible pour l'ensemble des projets du réseau Concept pour faciliter la mise en œuvre de la recherche participative. On a ensuite un groupe qui s'appelle GEMX. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes de GEMX qui étaient aussi présentes aujourd'hui et de Coprica. Ce groupe GEMX, il contient à la fois des chercheurs et des co-chercheurs citoyens et patients, majoritairement des patientes. Et l'objectif, c'est vraiment de mieux conceptualiser la recherche participative dans le cas spécifique de la prévention primaire des cancers. Donc, vraiment essayer de comment est-ce qu'on peut adapter la méthodologie de la recherche participative dans notre cas de la prévention primaire des cancers. Et enfin, on essaye de prendre en compte ces 2 piliers dans les projets de recherche du réseau. Donc voilà pour brièvement ce qu'on fait en termes de recherche participative. Et concept, en une image, c'est à la fois du réseau, donc du networking, des meet and share tous les mois, des projets de recherche et aussi des groupes de méthodologie. Et maintenant, je vais donner la parole à Charlotte, si tu veux partager ton écran. Hop. Donc Charlotte, elle est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation. Elle travaille au laboratoire Reshape à l'INSERM U1290 et à l'Université Lumière Lyon 2. Et elle a investi depuis plusieurs années dans la promotion de la participation citoyenne à la recherche et à la mise en œuvre de projets de recherche participative. Vous la connaissez sûrement pour les projets comme Impact ou Edelweiss. Et on est vraiment ravis de l'avoir aujourd'hui. Donc Charlotte, the floor is yours. Bonjour à toutes, à tous. Merci Pauline. Du coup, effectivement, ma présentation aujourd'hui, alors bon, je l'ai intitulée, après on verra, mais de manière un peu assez large, co-construire les actions de prévention primaire avec les usagers, en essayant, enfin, avec la volonté de vouloir aborder plus précisément les questions autour de la littératie en santé et de l'empowerment. Comment j'ai prévu ma présentation, c'est que je vais d'abord partir globalement de présentation du laboratoire, de qui on est, pour mieux comprendre aussi c'est quoi la psychologie sociale, nos questions, et du coup ce qu'on peut ou ce qu'on essaye d'apporter, j'ai envie de dire, au réseau Concept sur ces questions-là. Et après, je donnerai 2 exemples en fait de projets de recherche qu'on pourra peut-être discuter ensemble si après ça vous entraîne des réflexions, des idées ou des perspectives, je serai tout à fait preneuse. Alors, maintenant, il faut que j'arrive à avancer. C'est bon. Donc, comme on le disait, on est un laboratoire donc Reshape de santé publique et à l'intérieur de ce laboratoire, on est plusieurs chercheurs à être disciplinairement ancrés dans la psychologie sociale et la psychologie sociale de la santé. Et donc, on va avoir plusieurs axes d'intérêt qu'on va travailler. Donc, notamment la question des déterminants psychosociaux de la santé, la question donc de la littératie en santé. Ce qui tourne autour aussi des questions de perception et de représentation des risques pour mieux comprendre en fait dans quel environnement s'ancrent peut-être des pratiques à risque et pouvoir essayer de mettre en place des dispositifs de prévention. On travaille aussi beaucoup sur les questions de stéréotypes, de discrimination et de stigmatisation. Et aussi plus particulièrement, enfin, qu'on va aborder aujourd'hui, la psychologie communautaire et les questions d'empowerment, et enfin la qualité de vie et le bien-être donc des patients prioritaires. Donc on a tous ces axes d'intérêt de recherche et plusieurs types évidemment de projets de recherche. Là, j'en ai mis que quelques exemples. Et en fait, on va
utiliser un peu ces concepts et ces outils théoriques pour s'intéresser à des problématiques de santé auprès de populations qui vont avoir diverses vulnérabilités. Donc, soit au niveau de la maladie, donc comme Pauline l'a dit, moi je travaille beaucoup dans le champ de la cancérologie, mais on a aussi des personnes qui travaillent plus sur le VIH, l'éthique, les hépatites, enfin voilà, le handicap aussi qui peut être très large, ou d'autres types de vulnérabilités comme les travailleuses du sexe ou d'autres voilà, populations à risque, comme on les appelle. Donc on est assez large. Et finalement, pourquoi je vous ai fait un peu cette présentation, c'était parce que les projets que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas forcément en fait des projets qui s'inscrivent systématiquement en prévention primaire des cancers, mais toutes ces réflexions plus larges qu'on peut avoir au niveau du laboratoire, ben, elles peuvent nous aider quand même à nourrir un peu des réflexions et des méthodologies pour mettre en place des projets de recherche, des dispositifs, être utilisés après pour co-construire de la prévention primaire des cancers. Donc, c'est ce qu'on essaie d'apporter, je pense, au réseau Concept. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de s'arrêter plus spécifiquement sur un axe de recherche qui est celui où nous, on s'intéresse au vécu, à la place, au savoir expérientiel, comme on les appelle, et essayer justement de mieux les comprendre, de mieux, voilà, de s'intéresser à comment est-ce qu'on peut valoriser et donner, entre guillemets, toute sa place à ce savoir-là expérientiel et donc accompagner un peu l'engagement aussi bien des individus qu'à un niveau plus communautaire et groupe. Et donc, on s'intéresse à la participation, encore une fois, des citoyens, des usagers, des patients. Et là, je vais l'ancrer davantage dans une perspective d'approche qu'on appelle un peu communautaire. Et donc, c'est essayer d'identifier les leviers, les freins à la co-construction avec des personnes et des groupes concernés en essayant de voir quels peuvent être le rôle de la littératie en santé et des dynamiques d'empowerment pour essayer de favoriser justement cette participation. Du coup, la participation des citoyens à la prise de décision, donc là, c'est compris de manière large, c'est-à-dire leur participation aussi bien à des projets de recherche qu'à des actions, je sais pas, locales, qu'au niveau politique, qu'à un niveau même plus micro, hein, dans une communication avec son médecin ou un professionnel de santé, par exemple. En tout cas, cette participation citoyenne, on pose ici le principe qu'elle va reposer du coup sur un certain nombre de capacités et notamment le fait d'être capable, enfin ouais, oui, d'être capable en tout cas de pouvoir remettre en question les relations de pouvoir au sein du système de santé et plus largement au sein de la société et aussi du coup de se sentir légitime à participer, à s'engager, à donner son avis, ses besoins, etc. Et donc, ce qui nous intéresse là plus particulièrement, c'est finalement quels peuvent être les leviers qui sont à notre disposition, pour le dire d'une certaine manière, qu'on pourrait peut-être essayer d'utiliser ou de développer pour justement faire en sorte que les personnes puissent arriver à s'engager, encore une fois, si elles en ont envie. On y reviendra aussi, je pense, tout au long de la présentation. Et donc, un des leviers qui existent, notamment en psychologie communautaire, c'est l'empowerment. Alors là, aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement de l'empowerment à un niveau individuel, donc c'est-à-dire, on verra la capacité des individus à faire des choix, à mettre en place des actions, etc. Et donc, cet empowerment, c'est considéré en psychologie communautaire comme un outil vraiment de transformation sociale. Donc, il y a un idéal derrière de finalement cette partie. On ne veut pas faire participer pour participer, on veut faire participer les gens parce que ce qu'on espère derrière, c'est plus de justice, d'équité, voilà, pas juste monter en capacité, mais repenser aussi bah, les ressources, voilà, la distribution des ressources, c'est le terme que je cherchais. Et donc c'est un concept, l'empowerment, qui est très large, qui peut être assez flou. Donc, je ne vais pas là faire un cours sur ce concept-là, mais l'idée, c'est de vous présenter comment est-ce que, on peut l'envisager, notamment dans une perspective psychosociale.
Donc, dans cette perspective-là, on s'intéresse à l'empowerment aussi bien comme un état que comme un processus, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une capacité, donc les gens ont ou non, ou ont un faible pouvoir d'agir, mais c'est quelque chose aussi de dynamique, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un levier? Parce qu'on considère que c'est quelque chose qu'on peut essayer de développer aussi chez les individus et chez les groupes. Le fait de s'intéresser, je parle beaucoup de l'individu, d'empowerment individuel, de la capacité individuelle, ne veut pas dire que on est dans une perspective où on va vouloir, il faut faire attention au fait de, on ne veut pas non plus trop, ou en tout cas responsabiliser uniquement les individus, j'ai envie de dire, de leurs conditions de vie. On est dans une perspective psychosociale, donc on prend quand même en compte, avec ce concept-là, le fait que les individus se développent, se construisent dans un contexte situé particulier dans lequel ils vont trouver ou pas les ressources aussi pour développer ces capacités, on va dire, en tout cas de pouvoir d'agir ou de légitimité, enfin voilà. Donc c'est vraiment comment je peux développer les capacités de ces individus pris dans un contexte spécifique. Donc pour finir sur ce concept d'empowerment, l'idée, c'est vraiment de le comprendre comme à la fois la compréhension qu'on a du système dans lequel on évolue, donc c'est prendre conscience de l'environnement dans lequel on est et du coup potentiellement de ses besoins, de ses injustices, bon voilà. D'être capable aussi de prendre des décisions, donc de développer une capacité d'agir sur cet environnement et de mettre concrètement en œuvre des actions pour essayer d'apporter justement ce fameux changement social. Donc ça, c'est le premier concept qu'on développe et l'idée, c'est de se dire, OK, bon, ben, si je veux développer cet empowerment chez les individus, comment est-ce que je fais? Pour le dire d'une manière large. Alors, il y en aurait plein, évidemment, j'en ai choisi qu'une parce que on est dans un temps aussi limité et que je pense que ça serait à développer. Mais du coup, moi, je voulais aborder plus spécifiquement ici le rôle de la littératie en santé comme potentiellement un moyen justement de permettre l'autonomisation, l'empowerment de ces personnes. Donc, la littératie en santé, je ne reviens pas forcément sur sa définition générale, mais je vais rapidement présenter en gros les trois niveaux de littératie en santé. Donc la littératie fonctionnelle, qui est le fait d'avoir la capacité de chercher, de comprendre, de s'approprier des informations de santé. Interactive, donc c'est être capable d'exprimer aussi ses besoins et de discuter de ces informations, d'échanger avec son entourage, ses professionnels de santé. Et une littératie plus critique, qui est celle qu'on va particulièrement viser dans le fait de vouloir développer l'empowerment, qui est la capacité à prendre des décisions en ayant un regard, une pensée critique vis-à-vis des informations que je reçois. Donc là, j'ai plus particulièrement parlé de la littératie en santé, mais on pourrait aborder aussi d'autres formes de littératie, comme la littératie scientifique ou la littératie même de base, j'ai envie de dire, tout court. Donc, l'idée aussi sur laquelle je voulais terminer cette présentation théorique avant de passer aux exemples, c'est que on ne pense pas, enfin, il n'y a pas forcément l'idée que si j'améliore la littératie en santé critique des personnes, je vais automatiquement améliorer leur pouvoir d'agir, leur autonomisation, enfin, cet empowerment individuel. Il y a sûrement quand même d'autres déterminants qui peuvent jouer, modérer, et donc travailler un peu sur ce lien et qui seraient à approfondir pour mieux comprendre justement le rôle ou l'effet, l'influence de cette littératie en santé sur l'empowerment. Donc, je n'aurai pas aujourd'hui toutes les réponses à ces questions, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, pour le dire de manière très linéaire, si j'arrive à améliorer la littératie en santé des personnes, potentiellement, je peux améliorer leur empowerment individuel, ce qui peut justement leur faire prendre conscience qu'il y a des relations de pouvoir, qu'on peut les remettre en question, qu'elles se sentent légitimes à participer et qu'elles puissent aussi identifier justement des besoins de santé, que ce soit des besoins, encore une fois, individuels ou au niveau plus collectif. Et du coup, ça, c'est le dernier grand concept, on va dire, que je développe ici, c'est le fait que ce qui nous intéresse,
c'est un peu aussi le sentiment d'appartenance communautaire. Le fait que parce que on arrive ensemble à identifier des besoins, on se sent aussi appartenir à un groupe, on participe ensemble à des actions et que un peu cette cohésion, ce travail euh, ensemble, cette collaboration, ben, elle renforce elle aussi dans un cercle vertueux, peut-être ma littératie en santé, mon empowerment, etc. Donc ça, c'était pour poser un peu le cadre théorique sur lequel, en fait, reposent les deux projets de recherche que je vais vous présenter à présent, du coup. Je vais y arriver. Et donc, le premier projet, Pauline en a parlé aussi, c'est l'idée, c'était de se dire comment est-ce que justement je peux favoriser la participation des patients. Et alors, dans ce cadre-là, à des projets de recherche sur la qualité de vie en cancérologie. Donc, on a vraiment utilisé ce cadre théorique-là que je vous ai présenté. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme en plusieurs étapes. Donc, déjà, on a eu une première étape en 2017, hein, comme je l'ai écrit, où déjà, on a fait des petits ateliers de recherche communautaire avec des personnes qui étaient volontaires pour y participer. Donc, on avait recruté via la plateforme des Sentinelles pour déjà voir si c'est quelque chose, en fait, auquel ces personnes, elles auraient envie de participer. Est-ce que si on propose des dispositifs pour permettre aux gens de venir donner leur avis, d'identifier des besoins, de participer avec nous à des projets de recherche, ben, on va attirer ou pas du monde, quoi. Ou est-ce que, en fait, ça répond pas à un besoin et ben, il faut peut-être pas faire de la participation, encore une fois, juste pour faire de la participation. Donc, les ateliers ayant marché, normalement, vous l'avez deviné, il n'y avait pas trop de suspense. On s'est dit, OK, ben, on va mettre en place, et c'est ce que je vais davantage développer, une formation d'initiation à la recherche, justement pour essayer en fait de faire en sorte de réduire, pour le dire autrement, l'asymétrie entre potentiellement des chercheurs et des personnes non chercheuses et qu'elles se sentent du coup bah, légitimes à identifier où elles voudraient aller, leurs besoins, à participer, etc., etc. Je la développerai après. De cette formation-là, on a créé ce qu'on a appelé le groupe de recherche Impact, donc qui est constitué de chercheuses en psychologie sociale et de patientes chercheuses, donc des femmes qui ont eu en tout cas une histoire de cancer, et donc qui vraiment co-construisent les projets de recherche avec nous. Et on a eu depuis, il y a plusieurs projets qui se développent, hein, qui ont vraiment été co-construits, donc de la question de recherche au choix des méthodologies, au choix des financements. Il y a maintenant aussi, vu que maintenant les projets, voilà, il y a eu du recueil de données, il y a eu de la valorisation à la recherche, donc elles sont vraiment impliquées tout au long de ce processus-là. On fait d'ailleurs tout au long de la mise en œuvre des projets de recherche des formations pour continuer de soutenir justement cette participation, cette légitimité, etc. Et donc, on a eu deux projets de recherche qui sont sur les troubles cognitifs, donc un tourné vers la méconnaissance des soignants et l'autre plutôt sur la qualité de vie des femmes et de leurs proches et comment est-ce qu'ils s'adaptent à ces traitements. Je ne vais pas parler de ces projets évidemment aujourd'hui. Ce qui nous intéresse plus, c'est la formation impact et finalement comment on l'a construite et j'ai envie de dire les leçons qu'on a pu en tirer. Donc cette formation, elle reposait bien sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de on va améliorer, alors enfin améliorer, en tout cas il faut un bon niveau de littératie en santé ou plutôt pour le coup, là, ça pourrait valoir le coup d'intégrer la littératie plus scientifique pour essayer de renforcer en tout cas un empowerment individuel de ces personnes. On a aussi regardé d'autres déterminants que là, je vous ai vraiment mis en vrac, hein, leur sentiment d'efficacité, leur motivation à participer, le niveau de connaissance qu'elles avaient de la recherche et même les représentations qu'elles avaient de ce que c'est que la recherche ou la recherche communautaire. Donc, il y avait ces éléments-là, pardon, qu'on souhaitait favoriser, sur lesquels on s'appuyait en fait pour mettre en place la formation, avec aussi la volonté vraiment de créer un sentiment, comme je le disais tout à l'heure, d'appartenance au groupe, qu'on a fait via l'identification de partage d'expériences, de besoins, etc., pour qu'elles aient ensuite envie de s'engager et de participer au projet de recherche. Donc, on avait deux objectifs, regarder un peu voilà, comment ça marchait, ces facteurs psychosociaux en lien avec la littératie, l'empowerment, et ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, identifier plutôt des facteurs sur la mise en œuvre, l'implantation en fait de la formation.
Donc, cette formation, elle a été construite comme ça. Je vous ai copié-collé le tableau voilà, de mise en œuvre du projet. Donc, elle était sur 2 jours. C'était une formation sur laquelle on voulait justement du présentiel pour que les personnes, bah, elles puissent se parler, se rencontrer, échanger aussi bien pendant les moments formels de la formation que sur des temps de pause, de repas plus informels. Donc, vraiment faire de la connaissance aussi, en plus de l'acculturation potentiellement à la recherche. Il fallait donc un petit groupe, c'est-à-dire qu'on a eu, je pense, pareil, on a recruté via Sentinel, on a dû avoir une quarantaine de personnes qui ont souhaité participer et on a gardé un petit groupe qui était autour d'une dizaine de personnes pour que justement tout le monde puisse globalement avoir des interactions avec tout le monde. Et donc, encore une fois, essayer de créer, j'ai envie de dire, une cohésion et une dynamique autour de ça. Et donc, on a présenté ce que c'est que la recherche, ce que c'est que la recherche communautaire, ce que c'est que la recherche en psychologie sociale, c'est-à-dire que nous, on ne va pas faire des traitements, par exemple. Donc ça, c'était important qu'on puisse le voir avec eux. Et aussi, une grande partie importante de cette formation, encore une fois, c'est celle de l'identification des besoins pour qu'on choisisse, en fait, ensemble et qu'on arrive un peu à co-construire bah, les perspectives de recherche vers lesquelles on pourrait aller. C'est-à-dire quelles sont leurs envies et à quoi nous, on peut répondre, encore une fois, en tant que psychologues sociaux. Et on avait un questionnaire à la fin. Enfin, on avait plusieurs outils pour évaluer notre formation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de la formation, on avait quand même la majorité des participants qui percevaient avoir un niveau de littératie marginal. Donc là, j'ai mis un point d'exclamation parce que globalement, c'était pas le cas. Enfin, en tout cas, sur les 2 jours dont voilà, on a pu discuter avec ces personnes-là, enfin, on voyait bien dans les questions, les argumentations, enfin, qu'elles avaient un niveau de littératie tout à fait, j'ai envie de dire, correct, même si on ne l'a pas mesuré. Mais donc là, il y a 2 hypothèses. Soit la formation, elle fait baisser le niveau de littératie des personnes, donc je vais écarter cette interprétation vu que j'espère pas que ce soit le cas. Mais pourquoi là j'en parle? Parce que je trouvais intéressant de se dire que on a une formation qui vise, si ce n'est à développer dans l'immédiateté en 2 journées la littératie en santé des personnes. Enfin, c'est quand même un petit peu l'objectif. Et malheureusement, ce qu'il en ressort, c'est qu'à la fin, et peut-être, pour mon interprétation, c'est plutôt le rôle du contexte, du fait d'être dans une formation où finalement elles apprennent d'un coup énormément de choses. Le fait qu'il y ait une forte asymétrie peut-être qui se ressente entre bah, des vrais sachants experts de ce que c'est que la recherche et des personnes qui le découvrent complètement, bah, peut-être enfin, clairement, elles sous-estiment leur capacité, enfin en tout cas leur niveau de littératie à l'issue de cette formation. Donc bah, là, à mon avis, donc il y a ce rôle, à mon avis, du contexte qui pourrait être à retravailler, à prendre en compte peut-être aussi justement dans les outils de mesure et la manière dont on peut évaluer, choisir ces critères pour évaluer ce type de formation. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième, il portait plus sur le fait que le partage d'expérience a bien permis l'identification et le sentiment d'appartenance au groupe. Mais du coup, ce qu'il en ressort, évidemment, on aurait pu s'en douter, c'est que la formation, à elle seule, elle ne suffit pas à réduire l'asymétrie entre les chercheurs et les participants. Donc, créer des conditions propices à un partenariat égalitaire et développer l'empowerment, bah, c'est des processus qui sont très longs, ce qui est le défi principal, en fait, finalement, de ce type de démarche. C'est que, il faut accepter, entre guillemets, que outre tous les aspects collaboratifs, de se connaître, de se faire confiance, etc., bah, derrière, les capacités, les compétences qu'on a envie de développer, elles ne se développent pas comme ça en une formation, en une seule fois. Donc, c'est des processus qui sont très longs, bah, qui valent la peine, mais il faut accepter et avoir en tête que du coup, bah, c'est des choses qui peut-être il va falloir refaire, que c'est des collaborations qu'il faut vraiment essayer de pérenniser en fait sur le long terme. Et l'importance, à mon avis aussi, de partager, de documenter ce qu'on fait pour justement bah, pouvoir se servir de l'expérience des autres et essayer aussi de discuter ensemble de, bah, là par exemple, comment est-ce qu'on peut améliorer soit le fond de la formation, soit la manière dont on évalue son efficacité. Donc ça, c'était le premier exemple.
Je passe du coq à l'âne dans cette présentation pour après partir sur mon deuxième exemple qui n'a plus rien à voir avec le fait de participer à la recherche, mais qui s'intéressait, en fait, c'était un projet de prévention du cancer du foie chez des patients infectés par une hépatite B. Donc, pour recontextualiser très rapidement, il y a une problématique importante de la connaissance du statut sérologique de l'hépatite B. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est quand même d'améliorer l'accès au dépistage. Donc, on a besoin de caractériser les personnes qui sont infectées pour pouvoir mettre en place justement des stratégies de prévention, de dépistage qui soient adaptées aux populations les plus exposées. Donc, dans ce projet-là, Félican, on avait deux objectifs principaux exploratoires. Investiguer encore une fois donc, les expériences, le vécu des personnes une fois qu'elles avaient découvert leur statut sérologique et essayer un peu de nourrir les réflexions sur les stratégies de prévention qu'on adapterait, qui pourraient être adaptées en fait à différents contextes en essayant justement de tenir compte des ressources, donc de l'environnement à la fois hospitalier et associatif dans lequel évoluent ces patients pour essayer potentiellement de voir si on ne peut pas avoir justement et développer une approche un peu communautaire ou de démarche en santé communautaire qu'on travaillerait avec les hôpitaux, les associations de patients, etc., pour améliorer ces stratégies de dépistage et de prévention. Donc pour ça, on a fait des entretiens semi-directifs avec des patients qui avaient été diagnostiqués il y a moins de 5 ans. On a abordé plusieurs thématiques dans ce guide-là, et notamment une qui nous intéressait, c'était la littératie en santé des participants. Donc, est-ce qu'ils comprennent des informations? Est-ce qu'ils trouvent les bons interlocuteurs quand ils en ont besoin, etc., etc. Ce qu'il en ressort, c'est, pour le dire rapidement, on a eu trois grands thèmes. Donc, le premier autour de l'expérience du diagnostic et de l'appropriation de la maladie, où on voit que la problématique de l'hépatite B, bah, c'est que potentiellement on vous dit que vous êtes infecté, mais il n'y a pas de symptômes. Les soignants vous disent que vous allez bien et il n'y a pas forcément de traitement. Donc votre vie, vous avez l'impression qu'elle n'a pas forcément changé. Donc il y a une ambiguïté autour de ça. Ce qu'on voit, c'est que la recherche d'informations, bah, les personnes, elles comprennent pas bien ce qu'elles ont, ce que c'est que l'hépatite B, les conséquences que ça peut avoir, et finalement, bah, ça peut entraîner enfin, quels sont finalement les risques qu'elles encourent, et ça peut créer de l'anxiété vis-à-vis de ça, du coup, voilà, l'impact du diagnostic sur le long terme. Et donc, elles vont mettre en place des comportements choisis de manière totalement arbitraire, qu'on appelle pro-santé, donc changer leur alimentation, etc. Peut-être faire plus de sport en se disant, bah, peut-être ça fera en sorte de réduire l'apparition des symptômes. Il y a une question autour de la confiance justement dans les soins. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils se déclarent satisfaits des relations avec les professionnels alors qu'ils n'osent pas forcément leur poser des questions, qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas toutes les informations dont ils ont besoin. Donc, ce qui est aussi, pareil, une tension entre les deux. Et on a tout un axe sur la découverte, le partage aussi de leur statut et les questions de stigmatisation qu'il va y avoir. Donc, c'est-à-dire que quand j'apprends que j'ai l'hépatite B, au mieux, j'en parle à mon conjoint ou à ma conjointe et j'en parle absolument à personne d'autre. Ce qui est une problématique parce qu'en général, il y a une forte diffusion dans les familles et ça peut quand même permettre de diagnostiquer d'autres personnes autour de vous, de proposer la vaccination, des soins, etc. Donc, pour ce qu'il faut retenir en fait de ce projet, c'est qu'on a des résultats de ce projet, c'est qu'on a une méconnaissance des moyens de transmission de l'infection, on a une problématique autour du secret du statut de la maladie, des facteurs socio-économiques et culturels. Donc, on a eu l'occasion de parler à de nombreuses personnes qui immigraient et du coup ont appris, donc soit à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, soit à Lyon. Ici, qu'elles avaient l'hépatite B. Et donc, elles ne savent pas depuis quand, comment elles l'ont eu, elles ne connaissaient pas la vaccination, enfin, ce qui est une perspective aussi à prendre en compte. Qu'est-ce que je voulais dire finalement de tout ça en lien avec mon sujet
qui est la littératie, l'empowerment et le développement communautaire. Alors, pour ce qui est de la littératie, pas confondre évidemment mes connaissances et faible littératie en santé, mais enfin là, dans nos entretiens, on voyait bien des difficultés qui nous font penser que les personnes qu'on a interrogées, elles ont sûrement un faible niveau de littératie. Donc, des problèmes dans la compréhension des échanges, dans l'usage des informations, ne pas savoir identifier potentiellement à qui est-ce que je peux poser des questions, quelles décisions je dois prendre, et du coup des capacités aussi plus limitées pour partager, expliquer ses inquiétudes, ses expériences, etc. Les populations migrantes étaient particulièrement concernées par cette question. Et en quoi ça interroge, c'est que nous, on avait quand même l'objectif de se dire, bah voilà, on va aller interroger ces populations, voir dans quel environnement elles évoluent, et dans l'idéal, arriver à co-construire une démarche communautaire, encore une fois, avec soit les associations, des patients à l'hôpital, enfin voilà, ou même des soignants. Ce qu'on voit, c'est que ce qui ressort de notre étude, c'est qu'on a plusieurs freins en fait à ce qu'on aurait dans l'idéal voulu mettre en place. Donc notamment cette question du secret et du fait que la maladie, elle est stigmatisée et que les personnes, comme elles sont pas malades, elles n'ont pas de traitement, elles peuvent facilement le cacher et donc elles s'inscrivent pas, elles se sentent pas appartenir à ce groupe-là et à un groupe de malades. Et ça, c'est vraiment un frein forcément au fait qu'on arrive à les mobiliser pour essayer justement de mieux comprendre et qu'elles nous aident, entre guillemets, ou qu'on co-construise des stratégies de prévention qui soient adaptées à ces populations. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est un tissu associatif qui était en tout cas peu connu, c'est-à-dire que les personnes vraiment soit ne connaissaient pas, soit quand on leur en parlait, n'avaient pas du tout envie, pour la majorité, d'aller partager leur expérience ou d'aller poser des questions ou de se retourner vers des associations, en tout cas tant qu'elles n'avaient pas vraiment une maladie déclarée sur laquelle qu'elles pouvaient plus ignorer, quoi, pour le dire d'une autre manière. Et qu'au niveau associatif, il y a, en tout cas, sur certains territoires, il est peu développé. Le plaidoyer sur les questions d'hépatite B, il est peut-être pas suffisant. Et donc, il apparaît plutôt une difficulté là d'arriver à s'appuyer dessus pour renforcer les préventions et donc l'empowerment des personnes qui sont concernées ou de la population en général. Donc, on en est là, on veut dire, sur ce projet-là. Alors après, est-ce qu'il faut à tout prix améliorer la littératie en santé ou est-ce qu'on peut essayer de travailler des outils qui, en fait, soient accessibles à des faibles niveaux de littératie, enfin, faire davantage aussi d'aller vers ces populations. Enfin, il y a différentes autres stratégies, évidemment, auxquelles on peut penser qui permettraient de dépasser, entre guillemets, ces freins et ces obstacles à la mise en place de démarches, encore une fois, communautaires et de développement de la littératie et de l'empowerment de ces populations. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Charlotte. C'était passionnant, du coup, de voir ton modèle pour expliquer comment est-ce qu'on peut améliorer la participation des citoyens et des personnes concernées via la littératie et l'empowerment. C'était très intéressant. J'ai l'impression qu'on a... Je te vois plus, Charlotte, mais tu es toujours là, C'est ce hein. que j'étais en train de me dire. Je crois que Ça y est, Ouais, je te revois. désolée. Parfait. Je crois qu'on a déjà une question justement sur les définitions. Que Ah, veut dire littératie? oui, en fait, c'est vraiment. Alors, c'est le fait de savoir lire aussi, parfois. Donc, pour la littératie la plus basique, c'est est-ce que je sais lire, est-ce que je comprends ce que je lis, et est-ce que je suis capable, une fois que j'ai lu, par exemple, je sais pas, les recommandations, c'est 5 fruits et légumes par jour, qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce que je suis capable de me l'approprier, de l'adapter à mon style de vie? Est-ce que, je sais pas, je suis capable, de manière vraiment plus critique, de peut-être la remettre en question, de dire la manière dont on recommande tel ou tel comportement, ça, pour moi, ça va ou ça va pas, c'est cohérent avec mon style de vie ou pas. Enfin, voilà, c'était vraiment très large. Donc ça peut aller aussi bien déjà de se dire, c'était le niveau littératie fonctionnelle. Est-ce que je sais lire? Est-ce que je comprends encore une fois ce que je lis? Est-ce que je suis capable d'en parler aussi avec d'autres personnes? Donc ça, c'est le deuxième niveau.
Donc un peu d'argumenter, de poser mon point de vue avec notamment les professionnels de santé, hein, est-ce que si j'ose leur dire ce que moi, j'ai compris et ce dont j'ai envie, et après la partie plus critique, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Si ça vous intéresse d'approfondir sur la littératie Oui, spécifiquement en santé, on a un invité en novembre, le 20 novembre, Francis Guillemin, qui va justement bien expliquer ce qu'est la littératie en santé, comment on la mesure et quelles sont ses applications. Donc, c'est si vrai, vous voulez j'avais vu pousser en sur ce plus. Ouais. sujet, voilà. C'est du réseau Réflis. Donc, on aura l'honneur de le recevoir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont dans les conversations. Bonjour, qu'entendez-vous par tissu associatif? Ah, c'est vraiment en termes de réseau, c'est-à-dire localement, quelles sont les associations sur lesquelles on peut s'appuyer qui pourraient justement aller au contact de ces personnes ou qui peut-être font de l'aller vers proposer du dépistage ou accompagner les personnes dans un centre de dépistage. C'est vraiment, enfin, tissu pour moi, c'est dans le sens il va être plus ou moins solide. Est-ce que j'ai très peu d'associations et du coup le tissu il est faible et en plus elles collaborent pas entre elles? Ou est-ce que bah, il y a une forte coaction entre plusieurs associations sur un même territoire et du coup bah, il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées par ces assos. Merci beaucoup. Il y a un commentaire d'Emma Bonnier. Je pense que ça pourrait être très intéressant de réaliser ce genre d'études dans des pathologies chroniques liées encore plus au mode de vie comme le diabète et l'obésité. Je pense que c'est par rapport à Félican. Oui, il y a beaucoup de diabète dans Félican d'ailleurs. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le Q&A ou dans le chat, mais mieux dans le Q&A si vous pouvez. Et en attendant, je peux peut-être poser une petite question. À Charlotte, quand tu parlais de l'évaluation de la formation, il y a deux choses qui m'ont bien marqué dans ce que tu as dit. Tu as dit que c'était important de documenter tout ce qu'on faisait. Ça, je pense que c'est primordial parce que si on veut pouvoir refaire, si on prouve que ça a un effet à la recherche participative, et c'est ce qu'on sait qui est évident, et sur les chercheurs, et sur la recherche, et sur les personnes concernées, comment est-ce qu'on le mesure? Et du coup, si j'ai bien retenu, et comment est-ce qu'on le documente? Si j'ai bien retenu, tu as dit que l'évaluation que vous aviez faite n'avait pas permis de mieux bien comprendre la littératie ou ce que vous aviez vu avec le lien avec les participants. Et du coup, tu as dit qu'il fallait réfléchir à l'outil d'évaluation. Est-ce que du coup, enfin, qu'est-ce que tu en as conclu? Est-ce que vous avez créé un nouvel outil? Est-ce que vous avez utilisé des outils existants? Parce qu'il y a de nombreux outils d'évaluation existants. Est-ce que, Il y en voilà, a plein. qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à ça? Ben, alors, pour être totalement honnête, c'est une étude qui date, hein, parce que la formation, on l'a fait en 2020, donc on a construit, enfin, c'était très bricolage, hein, pour le dire d'une manière pas scientifique, mais bon, voilà, et où on teste un peu des choses, et c'est vrai qu'on a une mesure de la littératie qu'on avait fait en un seul item, enfin, donc déjà, de base, c'est pas, ça permettait pas d'être très précis. Mais sur le coup, comme on s'intéressait aussi à d'autres facteurs, notamment qui avaient joué sur l'implantation et surtout la partie cohésion et sentiment d'appartenance, bah à ce moment-là, j'avais juste noté que pour moi, en fait, elles disaient qu'elles avaient un niveau marginal, mais que c'était pas cohérent avec, notamment, bah, on avait aussi des outils d'observation, c'est-à-dire on avait une observatrice qui remplissait une grille, on a enregistré, donc voilà, on faisait un peu de la, comment on appelle ça, triangulation des données, surtout qu'on a un petit échantillon, une petite formation, et qu'en fait, bah, ça venait contredire ce qui ressortait des autres outils. Mais à ce moment-là, j'avais pas plus réfléchi à ça, et j'avoue que c'est en faisant la présentation et en me remettant dessus que je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est nous, enfin, que ça m'a plus choquée, pour le dire d'une autre manière, où je me suis dit, mais quand même, on a des personnes qui, effectivement, doivent avoir une bonne littératie, et après avoir suivi nos 2 jours de formation, elles disent, ma littératie, elle est marginale. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est pas un effet de notre formation et que du coup, si on voulait mesurer, utiliser ce critère-là avec un avant-après, est-ce qu'on a pu, bah, il faut pas prendre en compte des effets de recalibrage, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être au début, je pense que que j'ai quand même des bonnes connaissances et puis là, j'apprends plein de choses qui sont nouvelles sur la recherche communautaire, les méthodologies, enfin, d'un coup, en 2 jours, et peut-être je me dis, mais en fait, j'en connaissais pas tant que ça. Et donc, là où nous, on s'est dit, on va les monter, bah, tout de suite, ça a un peu cet effet
en fait, je suis nouvelle, naïve, là je le dis de manière un peu... et donc, le recalibre, et du coup, on a l'impression qu'on a baissé, alors que elles ont sûrement appris des choses, mais juste ça a remis un peu en perspective, voilà, peut-être à penser dans la manière, le design méthodologique d'évaluation, ouais. Et peut-être aussi la manière d'évaluer, parce que ce que tu dis Mm. comme retour, on a les mêmes, nous, dans nos questionnaires d'évaluation, qui sont pourtant des questionnaires validés. On utilise le PPET, Patient and Public Engagement Evaluation Tool. Et donc, c'est un outil validé par les patients, les chercheurs, pour évaluer justement la participation. Et on a remarqué dans plusieurs projets qu'il y avait un décalage entre ce que les patients nous disaient en réunion et ce qu'il y avait dans le questionnaire, dans les résultats du questionnaire, par exemple, sur la compréhension des ressources qu'ils pouvaient avoir ou de ce qu'ils faisaient. Et du coup, je me demande s'il faudrait pas trianguler avec des interviews avec chaque personne pour être sûr que ce qu'ils ont écrit correspond bien à ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et c'est pas si c'est pas si... Et peut-être que c'est la question qui est mal posée ou qu'il y a un problème avec la question, parce que du coup, toi, c'est... Voilà, je me dis qu'il faut peut-être faire une triangulation pour vraiment avoir le bon retour des patients tels qu'ils l'expriment eux-mêmes très bien, quoi. Oui, ouais, c'est compréhension des... Ouais, c'est les deux. En fait, c'est à tester. J'ai pas la réponse. Moi, j'ai pensé au recalibrage parce que c'est, enfin, je pense responsive et ce qu'on voit en qualité de vie, en fait. Et le fait de se dire, si je prends qu'un avant-après, peut-être j'ai raté quelque chose parce qu'au milieu, il s'est passé... j'ai Quelque changé chose, mon ouais. seuil, par exemple, d'évaluation de la douleur ou ce genre de choses. Est-ce que... Et je pense que les formations peuvent avoir le même effet. Ouais. De base, d'ailleurs, ça vient plutôt enfin, de ce que j'ai compris de ce concept-là. Ça se fait pas mal en sciences de l'éducation, d'évaluer les... Voilà, de se dire, bah, quand je vais être en formation, je vais reconceptualiser, je vais, je sais pas, reprioriser, recalibrer, enfin, et que peut-être je rate un truc si je fais juste un avant-après et que Ouais. j'ai une mauvaise interprétation, du coup, des effets de ma formation. Intéressant, ouais, l'idée du coup d'avoir une évaluation. J'entends plus. Je sais pas si c'est que moi. Je pense qu'elle s'est déconnectée. Bonjour. Excusez-moi, j'ai été déconnectée. Pas grave. Excusez-moi pour ça. J'ai été déconnectée, je pouvais plus me reconnecter. Alors, du coup, il y avait une autre question sur lorsque vous parlez de démarche communautaire, il s'agit d'une prise de conscience collective intervenant sur la communauté. Peut-être si tu peux repréciser la différence entre participatif et participatif communautaire. Ben, oui, en fait, en tout cas, il y a l'idée que on envisage, enfin, comment dire, oui, la démarche communautaire, c'est vraiment l'idée de se dire que on espère pouvoir intervenir sur des individus qui se sentent en fait appartenir à une communauté et que du coup, c'est aussi ce sentiment d'appartenance qui vient renforcer l'engagement. Pardon, ça pop. L'engagement individuel, mais et du coup après, moi j'en ai pas parlé là, je me suis vraiment concentrée parce que c'est ce que pour le moment je connais moi le mieux, donc je veux pas, j'ai pas voulu partir sur d'autres formes plus larges, mais on peut envisager après en fonction des problématiques que évidemment ça on aille à un niveau au-dessus et sur des empowerment plus organisationnels ou communautaires. Mais en tout cas, il y a cette idée, oui, de s'intéresser quand même à un sentiment d'appartenance à une communauté et pas simplement à moi en tant qu'individu, j'ai envie de participer seul à la recherche
et je le fais pour moi, pour monter mes compétences à moi et j'ai pas de sentiments, j'ai pas l'impression de partager, j'ai envie de dire, des expériences avec d'autres personnes, par exemple, pour le dire. Merci Charlotte. Je vois qu'il y a eu d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on a un site internet? Alors, site internet pour concept, oui. Et pour revisionner la présentation, ce sera sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne LinkedIn. Vous pourrez retrouver tout ça. Et si vous avez été ici aujourd'hui, c'est que vous êtes enregistré, donc vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail aussi. La fréquence des visios, c'est tous les mois, le troisième jeudi de chaque mois de midi à 13 heures. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la prochaine, ce sera sur encore un projet de recherche participative présenté par Juliette Ekpe. Donc, ça va être très, très intéressant aussi, un autre projet de recherche participative. Et après, on a une question de Romero Myriam. Bonjour et merci pour votre travail. Comment, à notre niveau, futur diète, peut-on être acteur de ces recherches? Ah, plein de niveaux de réponse. Charlotte, si tu veux commencer. Ah, tu es déjà motivée. Comment bah après pour moi je le vois comme mais il y aurait mille façons de faire en fait hein, vraiment à mon avis mais c'est est-ce que en tant que professionnel bah, effectivement je repère des problématiques en fait chez certains patients qui sont récurrentes et sur lesquelles bah, j'ai l'impression qu'il y aurait des actions à monter, qu'en collectif c'est mieux pour le dire et que je dirais même dans l'idéal ce serait de collaborer déjà vous à votre niveau avec eux et de se dire ok bah, effectivement est-ce que je peux penser des actes enfin vous avez repéré peut-être ils vous en parlent est-ce que parmi ces patients, ben, il y a des personnes qui seraient motivées, entre guillemets, pour s'engager à penser avec vous cette prévention? Et après, ça peut être du coup de trouver plein d'autres interlocuteurs, soit acteurs de terrain institutionnels, soit se tourner vers des chercheurs aussi. Enfin, j'en parlais cette semaine avec des étudiants voilà, qui sont intéressés par la santé, les côtés communautaires. Ben, je veux dire, il faut oser, en fait, enfin, on parlait tout à l'heure de l'idée de se sentir légitime, à y aller, à poser des questions, à participer. Ben, il faut oser aussi, et c'est pas facile. Je dis pas que, que ça allait, je veux dire, même moi, des fois, je me demande, voilà, quelle légitimité j'aurais à aller voir tel asso, avec enfin, sans question même parfois, et juste des méthodos et dire on peut monter des choses ou pas ensemble, mais si on a des idées, vraiment aller vers les autres en essayant de les poser, et en tout cas, au pire, ils vous disent non. Enfin, voilà, comme je disais, ou ils n'ont pas le temps, ou ils vous tournent vers d'autres personnes qui vont trouver plus pertinentes. Mais si vous avez des projets, c'est vraiment aller les vendre et vous tourner vers construire un peu une collaboration avec plein d'autres acteurs que vous identifiez comme pertinents en fonction des envies que vous avez, quoi. Vraiment Exactement. oser, quoi. Ouais. Et vous pouvez vous faire aider. Alors déjà, vous pouvez contacter le réseau Concept, par exemple, pour qu'on vous mette en lien avec Coprica ou avec des chercheurs qui peuvent travailler avec des diététiciennes. On fait par exemple un des projets, nous, avec des diététiciennes de Centre Léon Bérard, où en fonction des besoins qu'elles ont avec les patients, on a des projets de recherche qui permettent de répondre à leurs besoins à elles et aux besoins des patients. Donc ça se fait tout à fait. Et puis vous avez aussi l'INSERM qui propose du soutien pour la mise en place de projets participatifs. Donc il y a maintenant beaucoup de ressources pour mettre ça en place, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et à les contacter aussi, Charlotte, l'INSERM. Voilà, il y a beaucoup de ressources disponibles là-dessus. Euh, j'ai vu encore une question. Pouvons-nous effectuer des missions similaires durant nos stages de BTS diététique? Alors là, j'ai pas l'information. Je sais pas, Charlotte, toi, si par rapport Il à. faut demander au référent Ouais, stage du BTS en question. ouais. Ouais, je pense. Là-dessus, on ne sera pas le plus utile, Pareil, désolée. rien ne vous, au pire, comme on dit, on n'est pas battu de poser la question, donc ils vous disent non, c'est pas. Exactement, exactement. Et au mieux, dites Pourriez-vous oui. nous donner des noms d'associations spécialisées en littératie en santé? Alors, ça, il y a le nom de Reflis qui est passé dans le chat avec leur lien. Je ne sais pas si tu en connais d'autres, Charlotte. Je sais que c'est eux, nationalement, qui sont les plus connus. Oui, bah Réflis pour réseau francophone, oui, de recherche littératie en santé, effectivement, à part
Alors, ça dépend quel est le besoin, en fait. C'est vrai que Reflis, ça vous permet d'avoir des projets, enfin, de voir où en sont les projets de recherche. Ça vous donne accès à des outils, justement, de questionnaires et de mesures. Et après, vous avez des listes aussi de chercheurs impliqués. Donc, ça peut être aussi l'occasion de repérer qui travaille sur quoi et les contacter directement en Et fonction pour des continuer questions. dessus, est-ce que tu pourrais donner les outils utilisés pour mesurer le niveau de littératie en santé et les actions concrètes pour améliorer le niveau de littératie en santé? Peut-être que ce sera plutôt l'objectif de la prochaine Hum, réunion concept, mais qu'est-ce que tu peux dire dessus déjà, Charlotte, sur les outils et les actions? Sur les outils, moi, là, j'ai plus le nom, mais on avait utilisé je crois que c'est single item, enfin, mais ils sont disponibles et je pense même que dans le papier qu'on a publié, il doit y être dessus. Euh, et après, je pense que sur l'amélioration du niveau de littératie, il y a plein de manières différentes, évidemment. Ça dépend quel serait l'objectif. On va peut-être pas mettre en place la même chose si déjà je suis sur une compréhension d'information, c'est-à-dire peut-être accompagner presque comme on ferait, j'ai presque envie de dire, en cours de français ou avec des élèves pour dire, voilà, qu'est-ce que tu as compris de cette phrase, le sens, etc. Donc, une manière plus individuelle. Est-ce qu'on fait des jeux de rôle aussi, par exemple, sur une littératie plus interactive, pardon, parce que j'ai envie que les personnes, elles osent et qu'elles s'entraînent à argumenter sur leur point de vue. Et du coup, ça, le meilleur moyen, j'ai l'impression, c'est quand même de faire et de s'entraîner par rapport à ça, et essayer de monter un peu en termes de ce qu'on appellerait compétences peut-être psychosociales. Est-ce que c'est un problème de gestion du stress qui fait que j'ose pas parler? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, ça permet d'identifier des problématiques. Et pour des littératies plus critiques, à mon avis, il faut travailler vraiment sur la fiabilité, par exemple, des sources et travailler avec ces personnes-là sur, voilà, peut-être tester cette information, elle vient de telle source, est-ce qu'elle vous paraît fiable, est-ce que c'est une source en laquelle vous pouvez avoir confiance ou pas. Voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est pas en un one-shot, hein, une formation d'une heure, mais petit à petit, enfin, travailler, à mon avis, ces éléments-là. Voilà, c'était un peu des exemples que j'ai là spontanément pour faire un lien entre des actions et des niveaux de littératie qui peuvent prendre un peu de temps et qui sont à construire, mais voilà, par exemple. Question très concrète aussi, est-ce que l'éducation thérapeutique du patient est une forme de promotion de la littératie en santé? C'est peut-être intéressant de développer cela en hôpital pour toucher les malades. Oui, enfin, en tout cas, moi, je pense que l'éducation thérapeutique peut être un outil pour travailler avec les patients, leur littératie en santé. Et typiquement, quand on parlait de l'hépatite B, là, de compréhension de la pathologie et d'oser poser les questions, si via le TP, ça pourrait être un bon moyen, en tout cas, ça pourrait être un objectif, je pense, de développer leur niveau de littératie. Merci beaucoup, Charlotte. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions sur la littératie, les actions, la recherche participative. C'était passionnant. Donc encore merci, Charlotte, hein, pour ton temps et d'avoir pris le temps de synthétiser tes différents projets sur cette thématique-là. Donc vous pourrez retrouver la présentation sur la chaîne YouTube de Concept. Et je vous invite à vous inscrire dès à présent si vous le souhaitez pour le prochain Meet and Share qui aura lieu le 23 octobre avec Juliette Ekpe qui présentera son projet Licorne. Et c'est un projet de recherche participative qui vise à mieux comprendre les parcours de prévention des personnes ayant eu un cancer ORL en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pareil, ce sera aussi assez concret. Il y aura peut-être aussi, je l'espère, les personnes concernées qui seront présentes. Donc n'hésitez pas voilà, à nous écrire si vous avez des questions sur Concept, sur le projet de Charlotte. Vous pouvez continuer aussi la discussion sur LinkedIn, sur le post à cet effet. Et puis je vous remercie à tous d'avoir été aussi nombreux. On a vraiment été très nombreux aujourd'hui, donc merci à vous et merci à Charlotte. Merci. Et merci aux membres de Concept. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci Charlotte, merci à tous. Au revoir.